L'émission Au goût de chez nous est rendue possible grâce à la collaboration de Bœuf et compagnie et par Formation S, le Duc du vin. Bonjour et bienvenue à Au goût de chez nous. Aujourd'hui, on fait un mini tour du monde, c'est-à-dire on part de la France, on descend directement et doucement vers l'Espagne en traversant les Pays Basques, puis on se ramasse chez nous au Québec avec un dessert à base de courge et de sirop d'érable. Mais comme entrée, on va préparer un classique français qui est une soupe à l'oignon gratinée dans laquelle on va insérer un peu de notre vin, de notre vignoble préféré, le vignoble Gio Montpetit. Ensuite, au mets principal, on va préparer un lapin à la basquaise. Donc, une recette très simple. C'est un lapin style ragoût qu'on sert dans un bouillon très clair à base de bouillon de poulet, de vin blanc, de beaucoup d'ail, de piment et d'oignon. Alors, on se met là-dessus tout de suite. On a pour quelques petites minutes de plaisir devant nous autres. C'est parti! Première chose qu'on va préparer, c'est le plat qui prend le plus de temps. On va s'attaquer à notre lapin. Il faut qu'il mijote environ 1h20 dans le four, 1h30. Alors, on va le mettre tout de suite au four, puis on va lui donner du temps pour préparer notre dessert et notre soupe à l'oignon. Un petit lapin, on a besoin de 1 pour environ 4 personnes, je vous dirais. Je l'ai fait couper en 6 portions, celui-là. Alors, c'est un lapin coupé en 6. Vous allez avoir 2 cuisses avant, les 2 cuisses arrière, les 2 pattes avant et 3 morceaux de râble, donc 7 morceaux exactement. Certains sont plus charnus que d'autres, les pattes arrière étant les parties les plus viandeuses, je peux dire. Un beau mot québécois inventé ici par tous les Québécois travaillant dans une cuisine. Alors, on va saler généreusement nos petits morceaux de lapin. On a tendance à vouloir dire poulet, ça ressemble tellement à du poulet. Généreusement, j'ai ma poêle sur feu élevé. Là, je prends ma poêle profonde parce que je vais mettre du bouillon là-dedans, puis on va mettre le couvercle pour cuire au four. Donc, prévoir une casserole qui peut contenir environ 4 à 5 litres de liquide et de morceaux de viande. On met ça à feu élevé, on va laisser chauffer. On va poivrer également notre lapin. Et comme c'est un plat qui vient du Pays Basque, vraiment à cheval entre l'Espagne et la France, on va lui mettre dans notre recette un petit côté piquant, qui est le piment d'Espelette, mais on va utiliser notre version québécoise, notre piment d'argile, qui vient de la ferme Biosanté à Ormstown, ou Hawick, pardon. On va en saupoudrer généreusement nos petits morceaux. On va presser pour bien faire pénétrer notre sel poivre. Quand vous achetez des petits lapins, vous allez voir occasionnellement apparaître sous la peau ces petites choses ici, qui sont les rognons finalement du lapin. Vous pouvez les laisser là pendant la cuisson. Pas de problème, il y a toujours un amateur en quelque part qui veut les manger. Vous allez aussi des fois retrouver un petit morceau du foie. Alors ne soyez pas inquiets, c'est pas du poison. S'ils l'ont laissé après à la boucherie, c'est sans doute parce que c'est comestible. Sinon, ils n'auraient pas fait ça. Alors on imprègne ça comme il faut. Notre poêle est chaude, on va verser un peu d'huile de canola ou d'huile d'olive, libre à vous. On peut même faire un mélange des deux. On laisse devenir vraiment chaud. Quand l'huile va commencer à fumer, je vais déposer mes morceaux de lapin dedans pour bien les colorer. Pendant que ça va se préparer, on va avoir besoin de 3 piments, un de chaque couleur. Puis d'un gros oignon espagnol. Puis là, les piments, je veux des morceaux qui vont être esthétiques. Donc, je vais un peu sacrifier les 2 bouts pour aller récupérer. C'est triste, ça.
On va aller récupérer juste la chair. Les morceaux, je vais les mettre de côté. Je vais pouvoir les passer dans une petite salade froide ou quelque chose, une sauce à spaghetti. Si on trouve des morceaux, des fois, occasionnellement, qui sont pas beaux comme ça, on a juste à faire le tour. Ça ne rend pas le reste du piment mauvais, donc pas gaspiller. Ça, c'est presque prêt. On va couper en bâtonnets. Cette recette-là peut se faire aussi bien avec un poulet. Alors, à la maison, si vous préférez le poulet au lapin ou si vous avez le goût de ne pas essayer le lapin, vous pouvez prendre du poulet coupé en morceaux avec la peau retirée. C'est un plat très coloré. Le poivron est très utilisé dans les régions du sud de la France et de l'Espagne. Ils ont des beaux... souvent, on reçoit en hiver des piments qui viennent de l'Espagne. Ils sont toujours très gros, très charnus. Le climat là-bas est très favorable à ça. Notre huile est rendue fumante. On va déposer nos morceaux de lapin. Côté qu'on a mis les épices en premier. Et comme on veut une belle caramélisation, on n'y touche plus pendant 2 à 3 minutes, puis on va les tourner de côté pour rôtir l'autre côté après. On en profite pour couper nos poivrons verts. On va également ouvrir notre four 350 degrés. Une fois qu'on a rajouté tous nos aromates dans notre lapin, on va couvrir et apporter à ébullition les bouillons et on va laisser mijoter environ 1 heure au four. 30 minutes avant la fin de la cuisson, c'est-à-dire à peu près après 50 minutes, on va déposer nos pommes de terre grelots qu'on a aujourd'hui. On va les couper en morceaux, puis on va les déposer dans notre bouillon. Les pommes de terre vont cuire dans le petit bouillon aromatisé avec les herbes, l'ail et le piment d'Espelette. On va avoir des bonnes patates qui vont absorber ce bouillon-là et qui vont prendre la saveur de ce bouillon-là. On va mettre une tête d'ail au complet. Vraiment aller chercher un beau côté méditerranéen que l'ail apporte. On va aller tourner nos morceaux de lapin de côté. Regardez, une belle croûte, ça, c'est ça qu'on voulait avoir. Vraiment caramélisé. On va faire ressortir beaucoup les saveurs, beaucoup de parfumer notre bouillon aussi. Et on retire toutes les chemises de nos gousses d'ail. On va les hacher grossièrement. C'est pas grave si on trouve des gros morceaux d'ail dans notre bouillon, c'est parfait. Bon, parfait. Je vais retirer mes morceaux de lapin pendant 2 secondes. On va rajouter tous nos légumes dans la poêle. On va les faire rissoler un petit peu. Prendre une légère coloration. On va se fier surtout aux oignons pour ça. On va assaisonner tout de suite nos oignons et nos poivrons. Petite dose de sel et de poivre. Le bouillon, c'est un peu notre sauce dans ce plat-là. En fait, c'est la sauce. Alors, il faut vraiment qu'il soit corsé et goûteux. C'est bien important. C'est aussi ce bouillon-là qui va donner notre tendreté et la saveur dans notre lapin. Le lapin, c'est un peu comme du poulet. C'est une viande blanche pas très peu goûteuse. Ça peut rester tendre et juteux. Il faut juste faire attention de donner des bonnes saveurs qui vont l'aider, qui vont l'aromatiser beaucoup. Quelques branches de thym aussi là-dedans. Et une feuille de laurier. Ça a commencé à bien suer. On va déglacer notre poêle avec une tasse de vin blanc. Ici, j'utilise encore le vignoble Gio Monti, le Mont de l'Aisne. Ça, c'est le Mont de l'Aisne.
On pourrait aussi utiliser le Monésine, qui est aussi un autre vin blanc du vignoble Gio Monti, ou tout autre vin blanc que vous avez sous la main. Moi, j'aime toujours encourager les gens près de chez nous. Alors, c'est pas plus difficile. Souvent, c'est même plus facile d'aller les voir, de leur parler, les rencontrer. Tout de suite, je rajoute bouillon de poulet. Je ne le mettrai pas tout, je vais vérifier avant le niveau de liquide dans ma poêle. J'ai mes tomates entières que je vais déposer aussi directement dedans avec le jus. C'est une canne de 596 ml. On remet nos morceaux de lapin dedans. Puis la petite croûte caramélisée avec les épices qu'on a mis, elle va se dissoudre tranquillement dans notre bouillon. Puis ça va donner vraiment une bonne saveur à ce bouillon-là. Puis le fait d'utiliser des parties avec des os, ça c'est un petit peu le désavantage et l'avantage du lapin, c'est que c'est plein de petits os dans le fond là-dedans. Fait que juste faire attention quand vous allez manger, pas prendre des trop grosses bouchées. Ça va peut-être vous arriver d'avoir des petits morceaux d'os, surtout dans le niveau de la cage thoracique, les côtes sont vraiment pas gros, c'est gros comme un cure-dent. Fait que juste faire attention avec ça. C'est parfait pour le niveau du bouillon. On va juste essayer de couvrir avec nos légumes pour qu'il y en ait partout. On met le couvert. On apporte à ébullition. Puis aussitôt que ça bout, on va mettre ça au four 350 degrés pendant environ 50 minutes. 50 minutes après, on va rajouter nos pommes de terre grelots. Bien, ce soir, c'est pas vraiment des grelots, ils sont un petit peu plus gros. On va couper les pommes de terre environ en 3 portions, puis on va les mettre dans le bouillon et ils vont cuire dans le bouillon. C'est ça qui va les aromatiser. Ça va aussi absorber du bouillon, donc la sauce va épaissir légèrement. Ça ne sera pas une sauce onctueuse, ça va vraiment être un bouillon parfumé, mais ça va faire un excellent ragoût de lapin. On surveille ça. On va s'attaquer tout de suite à notre soupe à l'oignon gratiné. Pour ça, on va avoir besoin de 3 gros oignons. Juste prendre les plus gros que vous avez. J'ai un petit restant d'un demi, je vais le passer aussi dedans. Et les oignons, c'est simple, on les coupe en deux, la moitié, ensuite encore en deux, puis on émince en fines tranches. Et là, ça se peut que je me mette à pleurer, soyez pas tristes, j'ai pas de peine. Juste beaucoup d'oignons, à un moment donné, c'est dur sur le moral. On a tendance à prendre ça personnel, de voir que ça finit plus. Pleurer. En fait, ce qui est bon à savoir, c'est que les oignons, ce qui nous fait pleurer, en fait, c'est le jus des oignons. Quand on tranche un oignon, surtout si on a un couteau qui coupe pas très bien, on écrase les micro-membranes qui contiennent le petits jus d'oignon. Et ça revole dans les airs, un peu comme les zestes d'une orange. Et c'est irritant et ça tombe dans notre liquide d'œil, finalement, ça irrite l'œil. Puis le pleurnichage, c'est le moyen de défense de votre corps pour nettoyer ce liquide irritant-là. Alors, il n'y a pas vraiment de secret, il n'y a pas de passer le légume en dessous de l'eau ou quoi que ce soit. La seule chose que vous avez besoin, c'est d'un couteau qui coupe bien, puis d'un système de ventilation très près. Alors, si vous avez un ventilateur chez vous, vous pouvez le mettre sur le coin de la table pendant que vous épluchez une grosse montagne d'oignons. Vous ne pleurez pas parce que les gouttes vont être propulsées vers le côté. Ou, à la maison, mettez-vous près de votre femme de cuisine de façon à ne pas croiser le chemin de l'air qui circule. Et vous ne devriez pas avoir de problème à éplucher vos oignons sans pleurer. Ça y est, je sens l'alarme qui s'en vient, là. Avant de couper mon dernier, je vais sortir une petite casserole. Je vais mettre sur feu élevé. Mon lapin a commencé à mijoter, éteindront. Et je vais enfourner ça 350 pendant environ 50 minutes pour la première cuisson. C'est à ce moment-là qu'on va racheter nos pommes de terre tantôt. Feu élevé. On va utiliser de l'huile de canola. Avec une cuillère à soupe de beurre. Je vais terminer d'émincer mon oignon, pardon. Dans ça, on va mettre une gousse d'ail écrasée. Je l'émincer comme il faut. Racher une petite saveur subtile dans notre bouillon, pas beaucoup.
On va avoir besoin de 2 à 3 petites branches de thym. Le thym, on va juste le défaire de la tige. Je ne veux pas avoir de tige dans mon potage. Donc, enlever les feuilles de thym. Et là, je vais faire cuire les oignons jusqu'à temps qu'ils changent de couleur. Je vais aller chercher caramélisation naturelle. On va sortir tout le sucre de l'oignon. On va le concentrer dans les bonnes saveurs qui vont donner beaucoup de saveur à notre bouillon, justement. Notre soupe. Ça a l'air beaucoup dans le chaudron, mais c'est important d'avoir une soupe très consistante quand on mange la soupe à l'oignon. C'est quasiment un repas en soi. Alors, allez-y généreusement. De toute façon, un coup clos une fois l'eau de végétation va suer de ces légumes-là, il va en rester quasiment le tiers, la moitié en fait d'épaisseur dans le chaudron. Ça va être beaucoup moins impressionnant. Poivre noir, on en met environ une cuillère à thé pour tout de suite. On ne salera pas, notre bouillon de bœuf devrait être assez salé, surtout qu'il va mijoter longtemps, ce qui va réduire un petit peu en cuisant. Là, je vais essayer de ne pas trop brasser, je veux qu'il y ait un petit changement de couleur, de caramélisation. Pour ça, il faut éviter de brasser pour arrêter de voler la chaleur qui s'accumule dans le fond de notre casserole. On veut qu'elle s'accumule au contraire puis qu'elle dore bien nos légumes pour avoir une belle couleur. Une fois aux 30 secondes ou aux minutes, c'est le maximum. Puis on va brasser ça comme ça jusqu'à ce que nos oignons deviennent d'un brun doré, ce qui va donner un excellent goût à notre soupe. En attendant, ce qu'on va faire, on va préparer notre courge butternut. Pour dessert, on va faire une tarte à la courge butternut et au sirop d'érable. Vous allez avoir besoin d'une courge. On a besoin d'environ 2 tasses de purée de courge. La grosseur de cette courge-là, je vous dirais que ça va être l'équivalent de la tête au complet. Je vais vous montrer comment la préparer. J'en ai déjà une de cuite que je vais pouvoir récupérer la chair tout de suite. Alors, juste pour voir la technique, on n'a qu'à couper la courge en deux. Avec une cuillère à soupe, on va retirer les graines qui se situent dans cette cavité ici en bas. Si vous n'avez pas de courge butternut, vous pouvez utiliser la courge poivrée. Ça va faire des petits goûts différents, légèrement différents, très agréables. Courge Jester. Prenez pas une courge spaghetti, ça prend vraiment une courge qui n'a pas de fibres dedans. Donc, il va avoir une belle chair. Ça pourrait même au pire être de la patate douce. Alors, gênez-vous pas d'essayer cette variante-là. Et si vous n'avez pas de courge fraîche, vous pouvez toujours vous rabattre sur de la citrouille en conserve, pardon. C'est une autre variante qui peut être utile à cette tarte-là. Alors pour cuire les courges, c'est simple. On les vide, on les met côté chair sur la plaque. On enfourne 45 minutes environ. Au bout de 45 minutes, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Alors la courge va être cuite. Si vous plantez un couteau dans la chair, elle va être comme ça. Si ça rentre facilement et que ça ressort facilement, c'est que c'est cuit. Ça va aussi faire un petit caramel. Il contient beaucoup de jus, ces courges-là. Et ça fait une espèce de sirop, un peu sirupeux gluant, qui va caraméliser sans doute en cuisson. Récupérer ce sirop-là, c'est excellent, ça donne beaucoup de saveur. On a besoin de 2 tasses. Un petit coup de brassage dans nos oignons. Pour le vider, tout simplement, prendre une cuillère à thé, la même qu'on a pris pour vider nos graines tantôt. Et on retire tout simplement la chair comme ça. Ça se détache très facilement. Si on avait affaire avec de la patate douce, on aurait fait la même chose. La faire rôtir au four dans un papier d'aluminium, couper en deux, puis vider la chair avec la cuillère, en prenant soin de ne pas prendre de morceaux de peau. Mais à un moment donné, nos oignons, ça va commencer à noircir au fond du chaudron. Quand vous commencez à voir cette partie-là qui apparaît, brassez un petit peu plus souvent. L'eau de végétation qui se trouve dans les oignons va aider à déglacer naturellement votre poêle. C'est ce qui va commencer à donner la teinte caramélisée, comme vous voyez ici. Donc la teinte caramélisée de vos oignons va changer tranquillement de couleur à cause de ce sucre-là qui est réduit, qui colle au fond du chaudron, puis qui caramélise. On a besoin d'environ 4 tasses de bouillon de bœuf.
Le bouillon de bœuf il se marie mieux avec la soupe à l'oignon que le bouillon de poulet. Il y a un petit côté plus corsé, plus charnu, je te dirais, dans le bouillon de bœuf. Ce qui fait que ça supporte mieux le goût de l'oignon qui est caramélisé. Vraiment un beau mariage. Si on veut, et c'est optionnel, on peut rajouter une petite tasse de vin blanc aussi dans notre recette. Moi, j'aime beaucoup mettre le vin blanc avec les oignons. Je trouve que c'est un mariage aussi qui se fait très bien. On utilise beaucoup le vin blanc, l'échalote, qui est de la famille des oignons, pour les sauces. Alors, pour aller chercher vraiment des bons parfums, des subtilités dans notre soupe, je vous conseille de le mettre. Un vin blanc sec ou un petit vin blanc sucré, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'on va aller chercher ce petit parfum fruité-là qui se retrouve dans le vin, dans notre potage, qui va être excellent. Quand les oignons commencent à être rendus blonds comme ça, on peut rajouter notre vin. C'est un bon moment. Une fois qu'on a bien déglacé le fond de notre casserole, il n'y a plus aucune trace de petit brun caramélisé collé au fond, on peut verser notre bouillon de bœuf. On va apporter ça à ébullition. On va laisser mijoter environ une trentaine de minutes. Question de tous les parfums se marient très bien ensemble. Après ça, on va pouvoir verser dans nos bols, couper une belle tranche de pain croûté, garnir de notre fromage et faire gratiner ça au four. Maintenant, on va s'attaquer à notre garniture à tarte, notre croûte également. On va préparer notre croûte. Pour ça, on va avoir besoin de sirop d'érable. Donc, une tasse de sirop d'érable. Environ la moitié de la canne, un peu moins que la moitié. Sirop d'érable qu'on va rajouter une cuillère à soupe de beurre dedans. Le beurre, c'est pour empêcher que quand on va le faire bouillir, parce que là, je vais faire réduire mon sirop de moitié environ, c'est que le beurre va empêcher de mousser, de faire déborder du chaudron. On va préparer aussi notre croûte. Alors, pendant que notre sirop réduit, on va avoir besoin d'un quart de livre de beurre. Donc, c'est un bâtonnet de beurre. Si vous achetez le bâtonnet en beurre, c'est un bâtonnet complet. On va mettre ça aussi à fondre tranquillement. Je vais le glisser entre les deux casseroles. Alors, pour notre croûte, on va avoir besoin de 2 tasses de chapelure Graham, dans laquelle on va rajouter notre beurre fondu. On va aussi mettre une cuillère à thé de cannelle, question de parfumer un petit peu notre croûte. Notre croûte qui est... La cannelle, pardon, qui se marie très bien avec la courge également. C'est comme un beau petit complément. Notre recette est bonne pour une croûte d'environ 9 pouces. Ça, c'est 9 pouces et demi. Ça va faire l'affaire. Ça se peut également qu'il y ait un petit peu plus de mélange, tout dépendant de la grosseur des œufs, la quantité de courge qu'on va mettre. Ne vous en faites pas s'il reste un petit peu de mélange. C'est pas très grave. On peut se manger à la cuillère. Pour notre mélange de courge, on va avoir besoin aussi d'un autre grand bol. Toujours garder un œil sur notre sirop, pour regarder qu'il ne déborde pas. Notre beurre est encore en train de fondre. On va mettre nos 2 tasses de courge. On va avoir besoin de 3/4 de tasse de lait évaporé. C'est pas du lait Carnation, c'est du lait évaporé. On va mettre aussi une cuillère à thé de cannelle. 2 cuillères à soupe de mélasse. La mélasse qui est une sorte de sucre très concentré. Très brut aussi, c'est une des meilleures sources. Moins qu'ils sont raffinés, moins qu'ils sont blancs, puis plus qu'ils sont meilleurs pour votre santé. Puis ça va aussi donner un bon kick à notre purée de courge. Ça va vraiment la rehausser. On dirait que ça se marie bien, ça rehausse le goût de la courge. Alors, 2 cuillères à soupe de ça. 3 œufs. Juste un peu mélanger grossièrement tout ça. On va prendre notre pied mélangeur pour réduire ça dans une belle purée consistante, lisse. Vitesse
minimum pour pas que ça revole partout. On va amalgamer nos œufs à notre purée de courge. On va juste tenir ça proche. On va racheter notre sirop d'érable aussi dans quelques minutes. Juste garder un œil là-dessus. Je veux que ça atteigne la consistance d'une tire un peu. Fait qu'il faut que le bouillon devienne épais puis que la couleur change pour devenir un peu plus ambrée. C'est vraiment concentrer cette saveur d'érable-là qu'on va rajouter à ça puis qu'il faut qu'on puisse la distinguer aussi à travers toute cette purée de courge-là. Vous n'avez pas de sirop d'érable? Enlevez le sirop d'érable, mettez 3/4 de tasse de cassonade directement avec ça. Ça va vous faire une excellente tarte aussi. Question de faire figer tout ça solidement. J'aime beaucoup rajouter une petite cuillère à soupe de fécule de maïs dans mon mélange. Juste au cas où il y aurait plus d'eau dans la purée de courge, alors la fécule va faire que ça va figer puis ça ne sera pas non plus très dur, caoutchouteux. Ça va vraiment être une question de texture. Ça va la permettre d'absorber ce supplément d'eau qui pourrait se présenter avec la présence du sirop d'érable et de la purée de courge, l'eau dans la purée de courge. On approche de la bonne consistance pour le sirop. Maintenant, ça bouillit environ 4 minutes. Je me fie au temps. C'est le moment de verser notre sirop. Alors, regardez ça, la belle consistance. C'est vraiment rendu comme une tire. Puis le parfum, mais ça sent la même chose que quand ils vont verser sa neige à temps des sucres. Alors vraiment une odeur d'érable très concentrée. Lentement. Si vous ne voulez pas que ça arrive, les éclaboussures comme ça, prenez un contenant plus haut, plus étroit, comme une grande tasse à mesurer. Ça va éviter de faire des éclaboussures vers les côtés. Vous allez concentrer ça par en haut, il y a moins de risque d'accident. Juste pas se faire atteindre par le sirop qui bouille, c'est vraiment très très chaud. Et oui, il fige un petit peu au travers le pied. On a un petit peu de sucre d'érable, très bon. Notre beurre est fondu. Tout de suite, on verse ça dans notre croûte. Notre soupe a commencé à bouillir, on va juste mettre ça à mijoter. Et avec une fourchette, on incorpore le beurre fondu à la chapelure grande. On devrait obtenir une espèce de texture de sable mouillé, malléable, qui va très bien coller aux parois de notre bol. On va pouvoir vraiment faire une croûte très solide. On va y aller avec une bonne épaisseur. On veut que ça donne du goût et de la texture à notre mélange qui va être un peu crémeux. Une fois que c'est fait, on verse le mélange. Là, on va s'en garder environ le quart. On va voir si on a suffisamment avec ce qu'on a là. Si jamais il en reste, on pourrait peut-être se faire une mini tartelette si jamais il nous restait du mélange aussi. Sinon, vous mettez ça dans un ziploc congélateur. La prochaine fois que vous aurez besoin de Graham, il y en aura un petit peu de préparé. Là, le but, c'est de presser comme il faut. Il faut vraiment que ça devienne amalgamé, que ça fasse une vraie croûte. Presser surtout dans les parties rondes, là. Assurez-vous qu'il y a une bonne couche dans le coin. On ne veut pas que la croûte perce, puis le mélange va être liquide. Je ne veux pas non plus que ça vienne imbiber le biscuit, puis ça devienne toute moite, un peu comme du sable boiteux, là. C'est vraiment pas ça que je cherche à avoir. Je vais avoir une belle croûte croustillante. On va en mettre un petit peu plus, finalement. C'est fait pour une tarte de 9 pouces environ. Là, elle a 9 pouces et demi. Une fois qu'on a bien pressé, on essaie de se faire une petite bordure dans le haut, que ça soit facilement coupable aussi. Trop mince, ça va casser. Trop épais, ça va être trop. On va juste s'assurer d'avoir une belle croûte tout le tour aussi. Un petit truc bien fun, une fois qu'on a fait une croûte comme ça puis qu'on veut l'empêcher justement d'absorber, imbiber un mélange liquide qui n'est pas encore cuit, on va prendre 2 jaunes d'œufs, juste le jaune. Ces jaunes-là, on va rajouter une cuillère à soupe d'eau. On va battre ensemble avec une fourchette. On peut prendre celle de notre chapelure, c'est pas grave. Et avec un pinceau, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir badigeonner
notre croûte. Donc, on verse le mélange à l'intérieur et on essaye de monter notre mélange à œuf pour qu'il s'imbibe un peu sur le tour et dans le fond de notre croûte. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire comme une barrière hydrofuge. Quand on va faire pré-cuire notre croûte, parce qu'on la fait pré-cuire toute seule, l'œuf va cuire, il va former une espèce de couche protectrice qui va faire comme un bol avec de l'œuf. Mais l'œuf, il y en a déjà là-dedans, vous ne le goûterez même pas. C'est vraiment une question d'esthétique. Un beau petit côté pratique. On enfourne 15 minutes, 350 en même temps que notre lapin. Bonjour tout le monde. Encore une fois, cette semaine, nous avons la présence de notre noble et spécialiste du vin, Serge Leduc, des ateliers du vin, Leduc du vin. Alors Serge, cette semaine, on a travaillé un lapin qu'on a apprêté à la façon basquaise, donc une recette du Pays basque, qui est un petit pays situé entre la France et l'Espagne, un peu sur la berge de la mer. Alors, c'est un petit pays, 3 millions d'habitants, cuisine surtout tomates, légumes frais, ail, persil. Comment est-ce qu'on accompagne ça, un petit plat relevé un peu piquant, puis... Encore là, on a besoin, entre autres, dû à la tomate, un petit vin rouge, pas trop corsé, mais ayant une belle acidité pour, encore là, bien se marier avec l'acidité de la tomate. Bon, voilà. Donc, j'ai sélectionné un vin rouge de l'Orpailleur. Ah. Canton de l'Est. Relativement près du siècle à 30. Hein, ça va tellement. On va partout. On est élaboré ici à partir avec du maréchal Foch et du chancelard. Chancelard, oui, exactement. Et c'est le millésime 2011, encore là frais. Et l'été 2011 a été quand même chaud, je crois. Chaud. Beaucoup de fruits cette année. Moins que 2012, mais une belle année aussi. Et donc, un beau petit rubis. Pas très foncé. Beaucoup de fruits au nez. Ah oui, ça sent bon, ça. Petite cerise. Tabarouette, hein? On tire. C'est d'autres choses qu'on peut synchroniser comme ça? Je sais pas, là, on pourrait, oui. Et en bouche, maintenant, c'est vrai que ça... très agréable. Très agréable. On retrouve notre acidité. Les cerises sont très présentes en bouche. Oui, c'est vraiment très présent. Vraiment bon. Et c'est un beau vin de l'Orpailleur, qui est un des plus vieux vignobles ici au Québec. Un des premiers, je pense. Il y a des pionniers. C'est dans les 5 premiers. Les 5 premiers. Les 5 premiers. Les autres vont être plus discrets, j'imagine, parce que les autres, ils ont quand même une grosse machine. Là. C'est vraiment... Oui, c'est énorme. Ils se sont développés. C'est, à ma connaissance, le plus gros vignoble au Québec. J'essaie de me souvenir, j'ai vu une statistique sur le nombre de vignes qu'il y avait là-bas. C'était assez impressionnant. Oui, effectivement. Je crois qu'ils sont étendus sur plusieurs fermes aussi, des gens, des producteurs. Oui, exact, plusieurs terroirs. Et effectivement, ils font de très, très belles choses. Et... pour... un petit vin d'ailleurs. Un petit vin d'ailleurs. Question d'être pas loin de la Basque. On est proche. On est dans le Languedoc-Roussillon. Je reviens avec le baron Philippe de Rothschild, un vin de pays d'Oc, donc de la sous-région dans le Languedoc-Roussillon. Encore ici, même millésime, 2011. Et cependant, la dernière fois que j'avais présenté cette maison, c'était avec un pinot noir. Ici, on est avec un merlot. Donc, on va avoir un petit peu plus de corps en bouche, puisque le merlot, contrairement au cabernet sauvignon, est un peu plus souple. Pas contrairement, mais c'est comme ça que c'est. Et voilà. Les choses étant ce qu'elles sont. Exact. Mais c'est autant le merlot que le cabernet sauvignon sont les deux grands cépages de la région du Bordelais. Encore ici, l'intensité n'est pas trop intense, donc c'est sous-temps qu'on va avoir un vin souple en bouche. On n'a pas le même nez. Hein? C'est une petite affaire de différence. Oui. Un peu plus boisé comparativement à l'autre, mais effectivement. Il y a quand même les petites notes fruitées, je dirais, qui sont là. On est peut-être plus en fruits rouges qu'en fruits noirs. Ça vient vraiment bon, là. Ah, l'expérience, hein, c'est l'expérience d'un Gilles le long des clôtures. Le travail fort, donné 70%. Exact. Le long des clôtures. Quoi de mieux qu'un tremblé pour commenter un vin? Donc ici aussi, l'acidité fraîche aussi. Les tanins pas trop présents qui ne devraient pas masquer notre lapin. Quand même un peu plus astringent. Un peu plus. Mais relativement souple en bouche quand même comme tanin. Quelque chose qui devrait être très agréable.
Donc, en termes de prix, l'orpailleur, 15,80 $. Quelque chose de très bien. Produit régulier à la SAC. C'est un vin certifié du Québec. Donc, 100% des raisins sont produits ici. Exact. Et Merlot de Baron Philippe de Rothschild, 13,70 $. Vin de Pays d'Oc, tout à fait un produit tout à fait respectable compte tenu du rapport qualité-prix. Vraiment abordable, comme vous dites. Tout à fait. Vraiment très bien. Et je crois bien qu'avec le côté tomaté qui accompagne le petit lapin, ça devrait être vraiment quelque chose de très bien. Alors, merci Serge. Bienvenue. Encore une fois cette semaine, des bons conseils. Merci beaucoup. Pour toute information sur les ateliers de Serge, visitez son site web au leducduvin.com. Excellent. Merci. Santé tout le monde. Santé. Notre soupe à l'oignon mijote, notre lapin est encore au four. On va être rendu à rajouter nos pommes de terre. Alors, pendant que notre croûte aussi est en train de cuire, ça fait plein de choses qui se passent en même temps. On va préparer nos pommes de terre. Alors, tout de suite, on fait ça. On a besoin d'environ 2 pommes de terre par personne, je vous dirais. Alors, on a pour 4 personnes, on va mettre 8 pommes de terre. On va sauter la plus grosse. On va la couper en 3. Ça va nous donner des beaux morceaux de patates. Assez gros pour se tenir ensemble, pour pas qu'ils viennent en purée non plus dans notre bouillon. Ça va leur faire quand même une coupe qui est assez esthétique. Ça va nous faire une belle présentation dans notre bol aussi. Ça, c'est prêt. On va sortir notre plat de lapin. On retire le couvercle. Si jamais vous voyez que vos pommes de terre ne rentrent pas parce que c'est trop serré et que ça va déborder, on peut essayer d'enlever un petit peu de bouillon qu'on le rajoutera tantôt. On les insère un peu partout autour de nos lapins et de nos légumes. Si ça dépasse et qu'ils ne sont pas immergés, c'est pas très grave. On a le couvercle, ça fait de la vapeur, ils vont cuire par la vapeur. Le but, c'est dans le fond, c'est d'aller chercher, imbiber nos pommes de terre du bouillon qui est goûteux, très goûteux. Alors, on essaye quand même de les immerger le plus possible. On remet ça au four tout de suite. On va préparer tout de suite notre garniture pour notre plat de lapin. Donc, à 20 minutes, 20-25 minutes, les pommes de terre vont être cuites. On va pouvoir sortir ça puis dresser nos assiettes. Un beau gros bouquet de persil, ne gênez-vous pas. Ça prend beaucoup de persil. On a mis beaucoup d'ail dans notre repas. On va mettre autant de persil pour compenser, contrebalancer l'effet dans notre estomac qui peut faire qu'on a des mauvaises haleines. Persil, chlorophylle, excellent pour combattre ce problème-là. Puis on va en servir aussi un peu pour notre soupe à l'oignon. Alors, soyez pas gênés, on va se préparer une belle réserve. C'est un plat un peu campagnard. On n'ira pas dans le haché trop fin, on veut qu'il y ait des gros morceaux de feuilles, ça va faire un peu plus rustique. Juste mettre ça de côté. Notre soupe à l'oignon, on va la garnir d'un beau gros crouton de pain. Puis d'une belle grosse tranche de fromage. Alors aujourd'hui, j'ai du ratoureux de la fromagerie Chaput. C'est un fromage à milieu cendré. Il y a une texture et le goût d'un cheddar fort. Alors si vous aimez ça comme ça, c'est parfait. Monsieur Chaput a également un fromage qui s'appelle la marmotte, qui est un fromage semblant, équivalent de Suisse. Là. Marmotte, trou, vous comprenez le principe, c'est de là l'appellation. J'en avais pas sous la main malheureusement aujourd'hui, mais c'est un des fromages qui pourrait faire l'affaire. Le but, c'est d'avoir un fromage qui a tendance à devenir très élastique, mais qui se tient encore, qui ne se sépare pas pour former des ronds de gras à la surface. Alors celui-là, il est parfait. Je vais juste couper une grosse tranche, environ un quart de pouce d'épaisseur. Là. Regardez, c'est assez. On va déposer ça sur notre soupe tantôt. On va laisser fondre ça. Je vais en préparer juste une pour la présentation, sinon 4 tranches, vous en aurez besoin. Un bon pain croûté, si vous avez un bon pain français de la fameuse boulangerie Première Moisson de Vaudreuil, allez-y gaiement. On met une bonne épaisseur, là, un bon centimètre et demi de pain. On s'assure qu'il rentre dans notre bol, c'est ça qui est important.
Aujourd'hui, on a un beau petit bol pour les soupes à l'oignon. Assurez-vous qu'il va rentrer à l'intérieur, même s'il faut le forcer un petit peu. Puis qu'il y en ait à la grandeur du pain. Il faut que ça serve de bateau pour supporter notre fromage, pour pas qu'il fonde et qu'il se retrouve dans le fond. Alors, c'est vraiment ça le plus important. Là, aujourd'hui, on va en mettre... Je vais reprendre le petit bout, là, ça va être juste parfait. Ici, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit vous le faites griller, soit que vous ne le servez pas grillé. D'une façon ou d'une autre, il va devenir très imbibé. Le goût de grillé, c'est pour aller chercher encore là une petite caramélisation de l'ingrédient. Pas nécessaire, je vous dirais. Pour moi, j'ai jamais vu vraiment la grosse différence. Fait que je vais y aller directement comme ça. Notre soupe a mijoté environ 35 minutes. Alors, on va garnir ça généreusement. On va remplir le bol avec un bon 10 onces à 12 onces de soupe. Là, j'ai ma plus grosse louche, comme vous voyez. Ça va plusieurs voyages qui vont se faire. On monte ça très proche de l'ouverture. On va déposer nos 2 morceaux de pain. Vraiment faire arriver ça pour que ça soit serré à la surface. Morceau de fromage. J'envoie ça au four. C'est toujours idéal, on dirait, quand ça fond un peu sur le côté du plat. Idéalement, ça va être à broil. On va le mettre à rôtir à 400 degrés. Quelques minutes, le temps de faire fondre notre fromage, pour commencer à faire un beau gratin. Notre croûte à tarte est prête. On va juste la sortir. On va y déposer tout notre mélange dedans. Notre mélange qui va être... qui ne sera pas absorbé par la croûte parce qu'on a mis nos mélanges d'œufs, de jaune d'œuf, au fond. Alors, 35-40 minutes. On pourrait racler, surtout, ça serait pas de gaspillage. Alors, notre belle tarte, la croûte est pleine. Ça devrait gonfler un petit peu puis retomber après cuisson. Donc, on peut charger jusqu'au rebord sans problème. Voilà, on attend 30-35 minutes pour notre tarte également. On va regarder en la secouant. Le contour devrait être ferme, puis le milieu un petit peu jiggly, là, pas beaucoup. Vraiment liquide mais ferme. C'est là qu'on sort notre tarte. C'est notre indice. Alors, on prend une petite pause le temps que ça cuit, puis on revient dans 2 petites minutes pour finaliser tout ça. Tous nos plats sont maintenant terminés. On va sortir tout ça du four. Notre soupe à l'oignon est prête. Alors, juste surveiller. Fais attention de ne pas renverser. Et voilà. Regardez ça, c'est beau cette affaire-là. Bien gratiné. Un petit peu de persil à la surface. Toujours winner, ça n'a pas besoin d'autre chose. C'est parfait comme ça. On met ça de côté. Maintenant, on va sortir notre plat de lapin. Je vais faire attention à la vapeur quand on retire le couvercle pour ne pas se brûler. Nos pommes de terre ont cuite et ont absorbé le bouillon. Ils vont avoir un excellent goût. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dresser une assiette. Alors, une assiette avec une bonne bordure quand même, parce qu'on va mettre un petit peu de jus dedans. Choisissez 1 ou 2 morceaux. Essayez de prendre un morceau de rable, qui est le morceau du corps, puis un morceau de cuisse quelconque. C'était vraiment un petit lapin qu'on avait aujourd'hui. On pourrait y aller jusqu'à 3 morceaux parce que il n'avait pas mangé grand carotte, celle-là, je vous le dis. 2 morceaux de rame. Là, on va se déposer. Faites attention avec les pommes de terre, ils risquent d'être très tendres, pas qu'ils éclatent sous la pince. On avait dit qu'on mettait 6 tranches de pommes de terre. Avec notre pince, on va venir se chercher des beaux morceaux de tomates et de poivrons qu'on va déposer sur le dessus. On va venir voler un petit peu de bouillon. On va couvrir le fond de notre assiette facilement avec le bouillon. Puis tenez-vous un beau morceau de pain croûté à côté. On va approcher ça comme ça. Beaucoup de persil haché par-dessus tout ça.
On va juste se nettoyer un petit peu sur... Gardez toujours les trottoirs de votre assiette propres quand vous faites des présentations. C'est une note de respect qu'on transmet un peu. Ça veut dire qu'on a pris le temps de bien mijoter votre repas puis qu'on va faire attention de vous le présenter de la façon qui aurait dû être présenté. Alors là, comme je vous dis, on a beaucoup de bouillon. Si vous avez un bol plus creux, ça peut être un outil pratique pour servir ça. Côté esthétique, je trouve toujours que ces grandes assiettes carrées-là, tu te tapes à l'œil, ils ont du chien. Alors on s'en sert. Notre tarte, juste vérifier. C'est parfait. J'en ai une que j'ai faite hier. Ça ne cassera pas la tête. Vous voyez ce que ça va ressembler un petit peu. Alors, ça ressemble vraiment à une tarte au sucre. Il n'y a pas vraiment une grande différence. On a notre purée de courge qu'on a mélangée là-dedans avec notre sirop d'érable. Alors, on va juste se tailler une belle pointe. On va essayer de décoller sans casser notre croûte. Ça reste que c'est un biscuit. Ça peut casser. Faites juste attention. On va sortir ça. Regardez, le fait qu'on ait mis la purée avec un peu de fécule de maïs, ça l'aide à avoir une belle consistance comme ça. Déposer dans notre assiette. Et là, on va servir ça avec une bonne crème glacée. Pourquoi pas de la Coaticook, beau petit produit québécois. Pas mal ce qu'il y a de meilleur dans notre province, je trouve, en fait de produits. Quand on lit les ingrédients sur de la crème glacée Coaticook, on peut facilement lire que c'est lait crème et non substitut aux produits dérivés du lait. Alors ça, c'est quelque chose à surveiller quand vous achetez des fromages commerciaux ou crème glacée commerciaux. À voir que c'est fait avec des vraies choses et non pas du restant de choses. Belle boule de crème glacée. Puis quoi de mieux que pour rappeler dans notre petite courge qu'on a mis de la cannelle. Alors voilà. Fait le pont. On reste là, on bouge plus. Nos 3 petits plats d'aujourd'hui. Une belle soupe à l'oignon gratiné. Une soupe à l'oignon qu'on a mis un peu de vin blanc du vignoble Gio Montpetit dedans. On a aussi mis par-dessus un pain croûté de la boulangerie Première Moisson, gratiné avec le fromage le ratoureux de la fromagerie Chaput. Ici, on a notre lapin à la basquaise, petit poulet braisé lentement dans un bouillon épicé avec de l'ail, oignon, poivron. On a aussi là-dedans des petites pommes de terre grelots qu'on a fait cuire dans le bouillon pour l'absorber. Alors, notre lapin à la basquaise. Et pour notre dessert, on a une tarte à la courge butternut et au sirop d'érable, relevée d'un petit peu de cannelle et d'une belle boule de crème glacée vanille de notre chère crème glacée Coaticook. Alors, produit d'ici, petit twist de l'extérieur, mais quand même des saveurs qu'on connaît, des goûts de chez nous. Je vous invite à savourer ça tranquillement en regardant un bon film un dimanche soir. Bon appétit tout le monde, amusez-vous et à la prochaine.